Ok, bonjour et bonjour Monsieur Sananyanda. J'espère que j'ai bien prononcé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une des mémoires vivantes du cinéma et de l'histoire de la Guinée-Bissau et même de l'Afrique en général. Vous êtes un des pionniers du cinéma de la Guinée-Bissau et nous sommes avec vous dans le cadre du cinéma Africa Bayreuth, où vous nous avez présenté votre troisième long métrage nommé, dont nous allons parler du film, mais d'abord nous allons commencer à parler de vous, de votre parcours, parce que vous nous avez présenté un film très intéressant qui allie à la fois la fiction, la réalité avec des éléments autobiographiques. C'est la raison pour laquelle ce serait peut-être bien que nous commencions par votre parcours. Vous rejoignez la guérilla à l'âge de 13 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette séquence de votre vie? Qu'est-ce qui vous pousse à rejoindre la guérilla à ce jeune âge? Oui, merci beaucoup. Je remercie l'université dans la personne de... Avec plaisir. C'est la deuxième fois que je suis invité ici, ce qui m'honore beaucoup. Donc, je n'ai pas, par ma propre volonté, je n'ai pas décidé d'aller rejoindre la guérilla. C'est-à-dire qu'il y avait un petit camp portugais de l'armée portugaise, l'année coloniale portugaise en Guinée-Bissau, en 1963. Donc, il y avait le guerriero d'Amilcar Cabral qui faisait le travail de mobilisation de la population en vue de faire la guérilla. Et moi, j'avais 13 ans, j'allais à l'école. Bon, donc, ça ne me concernait pas. Donc, un bon matin, une bonne nuit de août 1963, les militaires sont attaqués par les guerrilleros. Ils ont commencé à tirer partout. Et maman nous a pris, à moi et mes 5 autres frères. Nous sommes partis nous cacher de côté des guerrilleros, soi-disant pour une semaine, 2 semaines. On était en plein mois d'août, on était en plein dans l'agriculture. Papa ne voulait pas rater ça, il ne nous a pas accompagnés, il est resté. Maman nous a pris nous cacher de côté des guerrilleros. Ce qui devait prendre une semaine, ça a pris 11 années. Donc je n'ai pas milité là, j'étais pris dans le tourbillon du conflit. Et comment vous avez vécu cette séquence de votre vie, le temps que vous avez passé dans la guérilla avec les combattants de l'indépendance? Les premières 4 années, de 63 à 67, j'avais en 64, Amilcar Cabral avait dit que ceux qui savaient lire doivent apprendre ce qu'ils ne savaient pas. Comme j'avais appris à lire et à écrire chez les franciscains italiens, les prêtres franciscains italiens, je savais lire un peu. J'avais la 3e année. Donc on m'a envoyé dans un petit village pour que j'apprenne des gens de mon âge, qui est plus jeune que moi, à lire et écrire. C'était le 1er janvier 65. Donc j'ai fait ça pendant l'année scolaire 65. Au mois de septembre, je reviens, on m'a envoyé à la base centrale du front nord, là où était Oswald Vieira, le chef militaire. C'était soi-disant pour que j'apprenne à soigner les blessés de la guerre. C'était un stage que je devais fréquenter avec 35 personnes autres que j'ai trouvées là. Mais je ne faisais pas l'âge. On ne voulait pas de moi. Mais j'avais marché toute une journée et je ne pouvais pas revenir tout seul de là où je suis parti. Donc, par la force des choses, on m'a gardé là. Et puis on a fait un stage de 6 mois, comme on était apte à faire des piqûres, à poser les plâtres, à arrêter les hémorragies, à soigner les blessés, à connaître un peu les principaux médicaments, les antibiotiques, les analgésiques, les antipyrétiques et tout ça, des choses qu'on nous apprenait, on nous montrait. Il n'y en avait pas beaucoup. J'avais appris à faire ça. Et puis celui qui nous a appris à faire ça, c'était un infirmier formé par les Portugais. Il est mort en pleine guerre après avoir formé. Il a été tué par un avion. La même année, c'était en février 66,
au mois d'avril, mai-avril, Amilcar Cabral est venu avec 3 médecins cubains, un orthopédiste, un chirurgien, un clinicien. Il nous a amené ça là. J'ai continué à apprendre avec les 3 médecins cubains jusqu'en 1967. On m'a sorti du maquis pour aller étudier la médecine en Union soviétique. J'ai fait le voyage du maquis jusqu'au Sénégal et puis en voiture jusqu'à Conakry. Quand j'arrive, j'ai trouvé que le groupe de gens que je devais intégrer était parti une semaine avant. Donc nous sommes partis 6 personnes. Et Cabral nous a dit, les 4 autres vont faire l'agriculture. Et moi et José Boulama, il est mort maintenant, on allait faire quelque chose qu'il ne savait pas encore quoi. Le lendemain, ça, il nous a dit ça à 4 h du matin, comme ça, j'étais courant le sommeil. Bon, on est revenu le matin, il a répété la chose, et il a dit qu'on allait faire le cinéma, José Boulama et moi. Moi, j'ai dit, je ne sais pas, je ne voulais pas changer. D'abord, je ne sais pas ce que c'est le cinéma. Il a expliqué, il a rigolé, mais il a expliqué patiemment, mais il ne m'a pas convaincu. Moi, j'ai mordé vraiment la médecine. On est resté là quelques mois. Il a répété à la veille de notre départ pour Cuba. Il nous a dit qu'il y avait quelqu'un à l'école pilote, fondée par le PGC, le parti de Cabral, avec qui nous allions partir à Cuba faire le cinéma. Je découvre le cinéma à Cuba. C'était un film sur les gens qui étaient en train d'être alphabétisés et qui se regardaient en train d'apprendre. On les a filmés, on a fait le film avec, et on les a mis en train de se voir dans les images. Ça faisait drôle pour eux, et pour moi aussi. Ok, donc si j'ai bien compris, c'est le leader de la lutte pour l'indépendance, Amilcar Cabral, qui dessine votre destin de cinéaste, parce que c'est lui qui vous envoie à Cuba pour vous former avec d'autres camarades comme cinéastes. Oui. Et comment s'est passée cette expérience cubaine? Oui, Amilcar Cabral, la lutte a commencé en 1963, la lutte armée. Une année après, il fait un congrès. Il a décidé de créer les bases de futur État qu'on avait créé avec l'indépendance. Il a constitué la santé, l'éducation, la justice. Il a décidé de créer ça dans un congrès, une année après le commencement de la guerre. Donc pour avoir des techniciens pour gérer cet État, il avait une politique de formation des cadres. Nous avons été le premier à être formés dans le cinéma. Mon copain José Boulama, il avait vu des films, pas moi, je n'ai jamais vu d'images en mouvement. Et comment ça s'est passé à Cuba? On a voyagé dans un bateau commercial, dans la soute, vidé. À Cuba, on débarque, je suis un villageois, je suis comme paysan. Il y avait dans mon village, il y avait dans le commerce, il y avait la lumière électrique. Ailleurs, c'était... Donc j'arrive à Cuba, pour la première fois, j'ai vu dans une ville avec des rues avec des noms et des numéros. Et puis j'avais à apprendre l'espagnol à l'école. Il y a une école où les étrangers, des Laotiens, des Indonésiens, des Tanzaniens, des Angolais, des Marocains, des Bulgares, des Chinois et des Coréens, tout ça étaient là. Des gens de ces pays-là. On apprend tous l'espagnol. Et puis on va au lycée. Je n'avais pas encore fini l'école primaire. Je le finis ça à pas de course. Comme j'ai fait le lycée, au lieu de 7 années, je dois le faire en 3 années et demie. Après, on doit faire, il n'y avait pas d'école de cinéma à Cuba, on va aller à l'Institut de cinéma, où on nous apprend la chose, d'abord la photo, la pellicule, l'émulsion, le support, les sels d'argent. D'abord, on nous fait mesurer ces choses-là, on les met tous, on les mélange tout, le processus tout. On fait la photo, la chambre obscure, les éléments, le viseur, la caméra, le viseur, les caméras réflexes, et les caméras
comment dire, Argentine. télémétrique. Vous voyez deux images, vous réglez quelque chose, les images se superposent. Ça, c'est la caméra réflexe. Non, c'est un réflexe, vous voyez l'image directe. Voilà, télémétrique, vous avez deux images, vous devez les faire rejoindre. On apprend avec les caméras allemandes 35 mm, des magnétoscopes UR, ça s'appelle UHER, UR, des Allemands, 35 mm, et puis on prend avec des caméras 16 mm américaines, Bell & Howell, des caméras suisses, Bolex. Tout ça était là avec la pellicule Kodak américaine, alors que Cuba est sous embargo. On a pris ça, on prend les choses, après le concept, après ils nous disent comment ça s'appelle dans une école normale de cinéma. On commence par la pratique. Toute la chaîne de production, photo, pellicule à tourner, la vitesse, la sensibilité, sensistométrie, les hasards, comment dire, les allemands, le système allemand, Gaussian, avec le photomètre allemand, posemètre, tout ça à l'ancienne. On a aussi la fabrication, tout le processus de fabrication de pellicules, le concept de cinéma, le caméra en mouvement, raconter une histoire en 3 photos. Tout ça. On a pris ça dans la pratique. Après, on donnait les noms à l'école normale, le concept, on l'écrit. On apprend d'abord la chose, après le nom. Bon. Et c'est après ça que vous êtes revenu en Guinée-Bissau? En 72, exactement le 7 janvier 72, on revient à Conakry. Le 8 janvier, Amilcar Cabral nous amène dans la cantine des anciens des combattants qui sont de passage à Conakry, là où ils mangent. Alors, il nous a emmenés là-bas le matin assez tôt. Il y avait quelques centaines de personnes, peut-être 600, 700. Alors, il nous a présentés. On était déjà 4. On est parti à 3. On est revenu à 4 parce que Flora nous a rejoints à Cuba. On était Joséphine Krato, José Oulama Kubumba, Flora et moi. Nous étions 4 en 72. Il nous a présenté aux militants qui étaient à Conakry, comme quoi, dans la formation de cadre du parti, voilà 4 jeunes qui reviennent, qui vont raconter l'histoire de la lutte. Ils vont filmer le processus de la lutte pour l'indépendance, c'est-à-dire la vie, l'enseignement, le combat, la politique, dans les zones, qu'on disait les zones libérées. On va les filmer les guerres, ce qui était vraiment... Et puis, bon. Mais vous avez passé combien d'années au Cuba? Nous avons passé 5 années et demie. Quand même. Mais tout le temps à Havana? Oui. On n'a pas bougé beaucoup. Oui. Enfin, j'ai connu Cuba après. Moi, j'ai connu la ville d'Havana. J'ai passé toute ma jeunesse là-bas. Je suis revenu en Guinée-Bissau. J'ai connu le reste de Cuba seulement après l'indépendance. Donc je suis parti du Maquis pour Cuba, je suis revenu au Maquis. Okay. Donc Nommé, que vous avez présenté dans le cadre du festival, est votre 3e long métrage. Et c'est un film qui alterne à la fois la fiction, les images d'archives, la réalité et, comme je l'ai dit tout à l'heure, des éléments autobiographiques. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur les archives qui apparaissent dans le film. D'où viennent ces archives? Qui les a faites? Bon, la guerre a duré 11 années. J'ai fait les premières 4 années au Maquis. Je suis parti à Cuba faire les études. Je suis revenu de Cuba en 72. Entre 67 et 72, 4 années et demie, 5 années, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Nous avons commencé à filmer. L'équipe qui est partie apprendre le cinéma a commencé à travailler en septembre. Donc, ce jour-là, le PGZ faisait 9 années de guerre. Il y avait une exposition pour montrer à la presse, à la communauté internationale, l'état d'avancement de la guerre en Guinée-Bissau, dirigé par le Amilcar Cabral.
Donc c'est Amilcar Cabral qui inaugure une exposition sur sa guérilla en Guinée-Bissau. La guérilla dirigée par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et de Cap-Vert. Donc, on nous a fait venir de Dakar où nous étions en stage en septembre, le 12 septembre. Donc j'ai dû filmer ces jours-là. C'est moi qui ai pris la caméra pour les 4. Et Flora a pris le magnétophone. Donc on a fait ce reportage, Flora et moi. Moi, la caméra, lui au son. C'est la première fois qu'on filme Amilcar Cabral. C'est la dernière fois. Mais on ne savait pas. Donc on a filmé ça. Moi, j'étais très content parce que j'ai dit, je suis le premier. Je ne fatigue pas de répéter ça. Il était furieux quand je lui dis ça. Bon, ça c'est des blagues. Donc nous avons filmé ça le 1er septembre. Et au mois de juillet prochain, j'ai fait un deuxième reportage au festival panafricain des jeunes en Tunisie. Et puis je vais à Berlin en Allemagne. Au mois entre fin juillet et 1er août, 12 août, il y avait un festival de jeunesse, mondial de jeunesse, à Berlin-Ouest, Berlin-Est. L'Allemagne le monde était divisé en deux. On ne pouvait pas venir à Berlin-Ouest. Mais c'était à Berlin-Est. C'était la première fois que je venais en Europe et c'était à Berlin-Est. On est resté là-bas, à Alexanderplatz, je ne sais pas quoi. On était là dans une campagne, on a ouvert le festival. On est resté une semaine, 12 jours, je crois. Et puis on est rentré encore au Maki. Bon, entre-temps, au mois de décembre 1972, Amilcar Cabral était à Dakar. Nous étions dans un stage à la télévision sénégalaise qui ne marchait pas encore. Il ne fonctionnait pas encore. L'équipement était là. On était censé faire un stage au service des actualités sénégalaises. Ça ne marchait pas. On était là, Amilcar Cabral nous a trouvés. Il nous a dit que le parti était en train de préparer les élections pour proclamer l'État de la Guinée-Bissau qui n'existait pas. Alors il y avait des élections dans des zones contrôlées par le parti, par Amilcar. Le 22 de décembre, 22 décembre 1972, Amilcar Cabral nous a dit d'aller dans le Maki pour tourner tout ce qu'il y avait comme vie dans la guérilla, l'éducation, la santé, la vie de citoyens communs. Pour prendre des éléments pendant les 3 mois, un mois au front nord, un mois au front sud, un mois au front est. On devait rester là-bas pendant 3 mois. Il nous a donné rendez-vous à Conakry au mois de mars. Il préparait la proclamation de l'État de la Guinée-Bissau. On doit filmer tous ces choses-là pour lui ramener ça, pour la présenter à la communauté internationale. L'état de développement, de la lutte et de l'État de Guinée-Bissau en train de naître. C'était le 22 décembre 1972 qu'il nous a dit ça. 28 jours après, on le tue. Nous étions dans le Maki, en train de filmer, au front nord. On nous a dit, on a annoncé qu'Amilcar est mort. Nous avons traversé la Guinée-Bissau en 15 jours à pied, par bateau, à pied. On a traversé du Sénégal à la Guinée-Conakry. On a fait tout ça en 15 jours. Nous voulions assister au funérailles d'Amilcar Cabral, parce qu'il s'en suivrait forcément un symposium, quelque chose, pour en parler. On devait filmer ça. On avait commencé à filmer ce qu'il nous avait demandé. Les élections, la justice, l'éducation, la santé. Bon, nous avons raté ça. C'est sa femme qui nous a dit les circonstances dans lesquelles il a été abattu. Nous avons vu la voiture, sa voiture était là. Nous avons vu les traces de balles qui avaient traversé la portière. Et son sang était déjà sec, coagulé. Nous avons vu ça, expliqué par sa femme, qui était avec lui dans la même voiture. Bon,
ça a été un peu dur. C'est très douloureux pour nous tous. Je voudrais qu'on revienne peut-être sur le film et aussi sur peut-être le procès. Vous avez parlé du film en soi, des images. Oui. Donc, avant que nous ayons étudié le cinéma à Cuba, j'ai vu le premier cinéaste étranger qui a filmé le guérilla en Guinée-Bissau. C'était un Français qui s'appelle Mario Marais. Marais avec 2 R E T. Mario Marais. Il avait fait une année avant, comme je me suis fait dire ça, il était au front sud avant, une année avant. Il est passé en janvier 1966 au front nord, quand nous étions en train de finir notre stage d'infirmier. Alors il a filmé, il a fait des photos qui viennent dans un livre de François Maspero, un livre de... Oui, ce livre-là existe, la photo est là. Donc, le Français Mario Marais était rejoint par un groupe de cinéastes italiens, Piero Nelli, qui avait son équipe aussi. Il a fait la même chose. Ils ont fait le même parcours en se croisant à Maurice. Donc, Mario Marais qui sort, les Italiens qui entrent. Il en a résulté un film dont j'ai utilisé les images maintenant. Le film de Mario Marais s'appelle Nostra Terra, Notre Terre. Le film italien s'appelle La Vanta Negro, Lève-toi noir. C'est le film de Piero Nelli. Il a eu le prix de Venise du documentaire 66. J'ai vu ces images-là. C'est pourquoi je vous dis que j'ai mes images à moi dans mon film actuel, mais vous ne verrez pas ça. Donc, ils ont filmé avant que nous commencions à filmer nous. C'est-à-dire Mario Marais, Piero Nelli, José Mazip, un Cubain, John Shepard, un Anglais, un Soviétique qui est venu avec Oleg Ignatiev, qui est journaliste de Pravda. Tout ça, ils ont filmé avant nous. Il y avait même un Japonais qui a fait des photos en Guinée-Bissau, dans notre guérilla, en Angola et au Mozambique. Nous avons commencé à filmer les dernières années, des 11 années que la guerre a duré. Donc nous avons filmé à partir de 72, 12 septembre, jusqu'à la fin. Et comment est-ce que vous avez géré entre les images d'archives que vous avez utilisées et les images de fiction? Surtout d'abord au niveau de l'écriture, comment s'est fait le procédé d'écriture? Nous avons filmé entre 72 et 76, avec l'indépendance. Nous ne pouvons pas voir le matériel. Les guerriers ne pouvaient pas... Ceux qu'on a filmés, il y en a qui sont morts sans avoir vu le film. Donc, après l'indépendance, le parti, le Guinée-Bissau a demandé à la Suède de développer les images que nous avons filmées depuis 72 jusqu'à 1976, sans les voir. À ce moment-là, on a nos images à nous. Donc on ne pouvait pas vraiment faire de film complet, parce que nous étions que des reporters. Nous suivons la chose telle que ça se déroulait sur notre lieu. Moi au front nord, et l'est, Flora au front sud. Mais ni nous, ni les guerriers qu'on filmait n'ont pas vu le film jusqu'en 1976. En 1976, j'ai fait le premier documentaire qui s'appelle Regresso de Cabral, le retour de Mirka Cabral. C'était la transladation de son corps, c'est le reste mortel de Conakry à Bissau. C'était un reportage que j'ai monté ça comme un film. Ça existe. Les autres, ces images sont là, et puis il y a 2000, quelque chose comme 2015. Il y avait une ouverture politique, il y avait beaucoup de partis politiques. Un des nouveaux ministres de notre parti, autre parti que le nôtre, a décidé qu'il ne voulait pas le cinéma. Il a pris nos images et les a achetées pour récupérer la salle pour faire une agence de presse. Comme ça, tout ce qu'on a travaillé, on a vu ça en train d'être jeté. Ils ont mis ça à l'intempérie, ça a pris beaucoup de poussière, ça a pris beaucoup de pluie.
On a perdu 40-60% de ce qu'on a tourné. Ce qui est resté a été pour sauver et digitaliser, et c'est resté. C'est les archives que nous avions. C'est la première fois que je peux utiliser ça, quand j'ai gagné un prix à Lisbonne pour faire le film. J'ai un concours à Lisbonne pour faire un film. Sur cette période-là, j'ai compté sur les images qu'on avait. Ça fait longtemps, ils sont tous mélangés. Je ne sais pas dans quel état ils sont. Ils ont été, pas réparés, mais digitalisés complètement en Allemagne. J'avais ça en vrac. Bon, je laissais faire le script, je laissais une place pour les images d'archives. Mais je ne savais pas exactement ce que j'allais trouver. Donc j'avais laissé à chaque fois, dans chaque chapitre, je laissais une place pour les archives. Donc quand je suis allé monter ça avec Sarah Salem en Bretagne, c'était en pleine Covid, à la fin de Covid. J'ai tourné pendant le Covid à Bissau, à l'intérieur du pays. Heureusement, l'équipe a tenu jusqu'à la dernière semaine. L'équipe a été rattrapée par le Covid. Les ingénieurs du son, l'opérateur de caméra, tout ça était là. Alors, je me suis dit, si quelqu'un existe là-haut, il faut qu'il m'aide à finir le film. On a terminé le jour ici, à l'heure H. C'est fini. Alors, je ne croyais pas, mais c'était vraiment. Donc, je devais faire l'assistance de la monteuse, de chercher des choses à mettre en place. J'avais un script fait avec un portugais. Voilà, il ne va pas me porter, j'ai oublié ça. Virgilio Almeida. On a fait ça pour faire le concours à Lisbonne. Le jury demandait des choses précises. Donc j'ai dû me faire aider par c'est lui, plutôt moi qui l'ai aidé à faire. Donc j'ai fait ce que le jury demandait. Et bien, on a laissé des places pendant tout le film, des places pour les archives. Bon. Donc en fait, c'est un vrai travail de mémoire. Dans l'écriture, vous avez toujours eu déjà les images en tête que vous allez après rechercher. Donc comme si on voulait se souvenir de quelque chose, mais là c'était vraiment concrètement aller chercher les images dans les archives pour compléter maintenant le script. Oui. Oui, parce que comme je dis, dans la circonstance, on est en pleine guerre, on sait qu'on est là, qu'est-ce qu'on va faire. Je mets ici la bobine, ici, la bobine que j'ai exposée. Il y a un moment où je ne peux pas transporter tout ça. Je me fais aider, ou alors quand j'ai ça, je ne peux pas bouger beaucoup. Ce que j'ai exposé, je le mets ici. Un carnet avec stylo ici, le posemètre ici, de l'eau ici derrière. Okay. Bon, la pellicule non exposée ici. Bon, la caméra photo peut-être quelque part là-bas. On fait ce qu'on peut, quand on peut. On note, puis chaque 2 ou 3 mois, j'ai fini le stock de pellicules que j'ai. Je sors de la Guinée, de Maquis, ça me prend une semaine pour aller charger les batteries au Sénégal et revenir. Ou alors, je fais 2 semaines pour aller jusqu'à Sénégal à pied. Et puis je vais à Conakry en voiture. Ça me prend un mois, aller et revenir. Bon, à chaque fois que je n'ai plus de batterie, je sors de Guinée pour aller les charger au Sénégal. Ou alors je reste dans les bases, dans les zones de guerre qui sont près de la frontière, qui prennent 1 ou 2 jours, sans avoir à traverser. Il y a des cours d'eau. C'est comme ça. Je bouge toujours. Le front est large, très long. Pour faire ça à pied, bon, dans le ciel d'Allemagne, ça n'a rien, mais pour faire ça à pied, ça vous prend 2 semaines peut-être. Et puis, vous ne pouvez pas avancer tous les jours. Certainement pas. Oui. Donc, ça prend du temps. Et puis, une fois qu'on est sorti d'Algérie, il faut amener la pellicule exposée à Conakry. C'est le PGC, l'équipe de Cabral, qui va se charger de trouver quelqu'un pour faire développer ça. Ce qui fait que nous avons jusqu'à aujourd'hui
des images en Union soviétique, en Russie, en Algérie, qu'on n'a pas pu récupérer. Okay. On essaie encore de les récupérer pour le film qu'on est en train de monter. Rien n'est garanti. Okay. On n'a pas encore de financement pour ça. Il faudrait trouver ces images-là. C'est la seule occasion de les utiliser dans ce film. C'est-à-dire on ne sait pas où ils sont ou il faudrait avoir les fonds pour... Avant, ils étaient dans le service des armées, mais maintenant, ils nous ont dit qu'ils sont à la cinémathèque algérienne ou à la télévision. Nous avons quelqu'un qu'on a chargé de chercher pour nous, mais il faut trouver un financement pour ça. Donc, on voudrait pouvoir récupérer ça pour le mettre dans le film sur Amilcar qu'on fait. L'année dernière, c'était son 100 ans de naissance. Bon. Il y a du travail. Beaucoup. Je voudrais revenir dans le film. Oui. J'ai remarqué qu'il mobilise beaucoup de référents culturels. On a par exemple, le film commence par un rituel pour le voyage des défunts. Et ensuite, on a des modes d'expression tels que le bobolon. On a aussi des jeunes qui s'expriment avec des signes, des bruits. Oui. Donc, tout ça, ça m'a fait comprendre que la culture de la communauté que vous représentez est riche. Et je voudrais savoir quelle est la place de cette culture-là pour vous et pour la communauté. Bon, le film commence par la mort d'un constructeur d'un instrument de communication qu'on appelle le bombolon. Cet instrument nous sert pour le télégraphe. Ça se joue comme ça. Je sais que de côté Afrique centrale, il y en avait aussi. Mais nous, on utilise ça pour communiquer. C'est-à-dire, au lieu de envoyer quelqu'un qui va courir, il y a toujours des bombolons comme ça, partout. Quand vous avez un deuil, par exemple, vous devez communiquer une réunion urgente. Vous faites ça, quelqu'un entend, il répète, comme ça on communique. Oui. D'abord, la première fonction, c'est ça. Mais on utilise un groupe de 3 bombolons pour faire le deuil. Quand il y a un mort, on fait le deuil. Et là, c'est le signe que pas tout le monde comprend. Là, c'est un code. Alors on parle, c'est ce que le jeune a commencé pour faire. Mais normalement, ce sont de 3 bombolons. Il y a 3 personnes qui jouent avec des niveaux de son différents pour faire le rituel, pour accompagner l'âme de mort. Cet rituel est indispensable chez les animistes. L'Afrique ancienne, c'était comme ça, avant que les religions occidentales arrivent. C'était l'animisme avant. Avant que les catholiques, les chrétiens et les musulmans arrivent, c'était ça, dans mon pays. Mais dans mon pays, on est très mélangé, de 30, 35 cultures différentes. Mais tout le monde ne comprenait pas ça. Chacun dans sa langue. Cet instrument était transversal. Mais maintenant, c'est une chose qui disparaît. Je le mets là symboliquement pour faire le portrait du village. Le garçon, il hérite le métier de son papa. Ce métier, déjà, il doit y avoir 2 ou 3 personnes qui font ça dans le pays. C'est fini. Donc j'ai voulu mettre ça symboliquement pour faire le portrait du village, où l'histoire commence. Mais les soufflements comme ça, quand j'étais petit, je faisais ça aussi. C'est les jeunes enfants, les jeunes mâles qui vont prendre des bœufs pour le faire paître. Ils s'occupent de bœufs. Les jeunes mâles. Les jeunes filles s'occupent d'autre chose. Bon, pour communiquer, pour jouer, on faisait ça quand j'étais enfant. Je savais le faire, maintenant j'ai oublié. Mais j'ai voulu faire ça pour garder ça pour la mémoire. C'était de la façon de communiquer. Le garçon qui construit le bombolon, il ne peut pas être vu. Personne ne doit approcher là où il fabrique son instrument. Seulement quand il finit, les gens vont venir aider à le transporter ça. C'était un métier très gardé. Comme son père était le dernier au village à pouvoir le faire, il doit faire ça, il doit trouver le bon arbre,
le couper, faire ça tout seul pendant tout le temps que ça dure. Ça doit être quelque chose comme 3 mois, 4 mois. Et le petit garçon était assisté par, peut-être pas assisté, mais il était regardé par un esprit au visage blanc qui était omniprésent, pas seulement avec le petit garçon, mais partout, même en ville à Bissau. Il a construit Quelle est sa place? Il a construit le Bombolon, le garçon, il a construit le Bombolon pour rendre le dernier hommage à son papa qu'on vient d'enterrer. C'est-à-dire son âme était là, l'âme de mort était là, il fallait le faire le fait au Bombolon pour qu'il puisse partir reposer quelque part. Alors, tant que ce n'est pas fait, il reste dans la nature. Lui, il peut nous voir, nous entendre, mais nous, on ne peut pas le voir. Mais on est obligé de faire des choses de telle façon à ne pas le faire fâcher. Alors, quand le garçon va jouer au Bombolon, quand ça va finir pour son papa, il y a la guerre qui commence. Il y a beaucoup d'âmes qui vont mourir, qui vont rester là. Maintenant qu'il y a la guerre, il n'y a plus de possibilité de jouer quoi que ce soit en Bombolon. Alors, cette âme-là, il est resté comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous faites le lien? Dans cet Alors, esprit il est une symbolise... âme en peine. Okay. C'est-à-dire que c'est le devoir des Guinéens, pas de jouer au Bombolon, mais de faire des choses de telle façon que l'âme en peine soit consolation, comment dire, et qu'il soit en paix. Parce que s'il se fâche, nous, on va se fâcher aussi. C'est symboliquement, le pays n'est pas en paix. Parce qu'il y a l'esprit qui est là. C'est ça, comme ça que les Guinéens doivent le comprendre. Cet esprit-là, il nous regarde, il juge ce que nous faisons. Il nous voit tous les manigances qu'on fait. En quelque sorte, il représente aussi le passé, la mémoire, oui. La conscience. Oui, justement. Et il rappelle ça à la communauté pour que... Oui. Voilà, il faudrait se rappeler des rites, des coutumes, pour que toute la société puisse être en paix. Mais cette société n'est pas du tout en paix. Non. Ouais, moi, j'appelle ça une paix armée. Une paix armée. Et on voit aussi dans le film une transformation des personnages, que ce soit le personnage principal nommé ou ses compagnons, qui au départ étaient vraiment très engagés à sauver le peuple du colon portugais. Ils étaient engagés dans la lutte. Mais une fois l'indépendance acquise, ils deviennent plutôt les oppresseurs du peuple, de ce même peuple-là. Qu'est-ce que cette transformation reflète peut-être dans l'histoire même de la Guinée? C'est comment dire, le centre de ma préoccupation, parce que malheureusement, j'étais là alors qu'on m'avait pris à ma maman. Ma maman a dû me lâcher pour qu'on m'envoie à Conakry dans une école pilote que Amilcar a fondée à Conakry. Et mon copain Flore a été là-bas. Bon, on m'a pris à ma maman, j'ai laissé ma famille. C'est pourquoi je suis parmi les guerriers alors que je n'étais pas combattant. J'attendais le moment de partir à Conakry pour aller à cette école-là, école pilote. L'école dont Amilcar voulait former l'homme nouveau, comme on disait. Alors je n'ai jamais mis les pieds là-bas, jamais, jusqu'à la fin de la guerre. Mais à chaque fois, j'attendais parmi les guerriers. J'étais là, mais je ne pouvais pas combattre. J'étais complètement inutile. Donc j'ai vu pas mal de choses. Moi, quand je suis allé enseigner dans un village, il n'y avait pas d'hommes armés là-bas. Mais à chaque fois que vous faisiez la cuisine, la fumée sortait, les pilotes voient ça, ils bombardent. Donc j'ai vécu ça entre 13 ans et 17 ans, les 16 ans. J'ai vécu ça comme ça. La première année de la guerre était très dure pour moi. Pas pour moi, pour tous ceux qui étaient là. Mais je n'avais pas ma maman à côté. Je n'avais pas de papa à côté. J'étais parmi les gens qui allaient combattre tous les jours, qui revenaient combattre tous les jours, morts ou blessés ou morts. Mais j'étais au milieu, je ne pouvais rien faire. Donc j'ai vu tout ça, et puis pire encore, j'ai travaillé dans un hôpital où on mourait tous les jours. Tous les gens qui vont combattre, tous les blessés qui viennent, ils reviennent vivants, ils viennent à l'hôpital. J'étais avec les Cubains et tout, le premier Guinéen qui m'a pris a fait les soins, a fait le piqûre et tout, c'était comme ça. Donc j'ai vu tout ça.
Et puis quand je suis revenu de Cuba, maintenant j'avais une autre vision de la guérilla, un ensemble. J'avais une responsabilité de savoir les batailles que je pouvais les filmer ou non. Il y a toujours quelqu'un qui me prévient dans le front nord et le front est. La bataille va avoir ici une embuscade, une attaque ici, je ne sais pas. On me prévenait, je me rendais pour ça. J'ai vu donc j'étais au centre de toute la mort, toute la guérilla, tout le conflit qu'il y a là. Puis la guerre est finie. Ces gens-là, on était en attente pendant 4-5 années. Au 5e année, on a commencé à distribuer les grades militaires. Le Cabral disait que nous sommes des militants armés, pas des militaires. Le jour où on est devenu militaire, il y en a qui sont devenus militaires, pas tout le monde. Alors, moi j'avais vécu tout ça. J'ai vécu, heureusement, je n'ai jamais pris une arme pour tuer quelqu'un ou pour être tué aussi. Mais j'ai vécu tout ça, apprendre les gens à lire, à essayer de les soigner et à les filmer. Mais quand je vois ça, et je vois ce qu'on fait de ce qu'on a dit d'indépendance, moi je suis outré. C'est pour ça que je suis encore là en train d'essayer de faire ce que j'avais pu comprendre du message d'Amilcar. Je crois que j'ai compris quelque chose. Bon, comme j'ai eu une mémoire, parce que j'ai dû apprendre à mémoriser des choses par écrit, j'ai des petits carnets qui sont là chez moi encore. Je voulais me servir de ça. J'ai gardé beaucoup de films faits par moi, par Flora, par d'autres gens, sur le front et tout. Il y avait des Suédois, des commercialistes et tout. Et je voulais utiliser ça pour aider à comprendre d'où on vient, comme on dit. On dit chez nous, si vous vous cognez ici, vous tombez là-bas, vous vous faites mal. Mais peut-être le malheur n'est pas là. C'est là où vous êtes cogné. Alors, il faudrait que les Guinéens savent d'où ils viennent. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là. Il y en a qui sont là, qui ne disent rien. Moi, je m'attendais qu'ils critiquent ça. Mais à chaque fois qu'il a dit, malheureusement, tu as raison. Mais je ne veux pas avoir raison. Moi, je veux qu'ils se fâchent. Ceux qui sont là sont renoncés. Ils sont, comment dire... Moi, Amilcar avait dit, l'exploitation n'a pas de couleur. On ne veut pas de colons portugais, mais on ne veut pas de colons guinéens non plus. Et c'est en train de arriver. On y est en plein. Et puis tout le monde est résigné. Mais je suis content d'avoir pris part à tout ça, sans préméditation. Je suis là. La guerre m'a trouvé en train de dormir. À 13 ans, on dort, on ne fait pas la politique. Donc ce qu'on voit très bien maintenant, c'est les différents épisodes dans le film, comme quand on voit les images d'archives. Donc on a parfois les archives à l'hôpital, donc comment on fait les pansements. Une autre fois, on voit l'école. Donc en fait, dans tous ces épisodes, il y a des moments d'archives, mais il y a aussi des moments de fiction que vous avez combinés. Mais en quelque sorte, ça répond aussi à vos expériences personnelles chaque fois. Et peut-être pour revenir encore une fois à ce personnage, le protagoniste, qui fait que, disons, son comportement change considérablement. Donc le jeune, on a l'impression au début, c'est un jeune aventurier, mais aussi qui veut se donner vraiment à cette lutte pour l'indépendance, vers la fin où il commence maintenant à chercher la fortune pour lui-même et pour ses amis. Donc plutôt d'une lutte engagée pour les intérêts du peuple, pour une certaine lutte très individualiste, pour un profit individuel. Donc c'est quand même un long chemin. Mais en quelque sorte, on a l'impression que ce personnage symbolise aussi un peu le parcours ou bien le destin, les décennies que le pays a dû parcourir. Oui.
Heureusement que le pays est très petit, la ville de Bissau est très petite, alors on se côtoyait tout le temps ensemble, tel qu'on s'est côtoyé dans la guérilla. Dans la guérilla, pendant les 11 années de lutte, il y en a qui sont désistés, qui sont partis, parce que tous les guérilleros sont volontaires, il n'y a pas d'obligation. Vous êtes là parce que vous voulez. Mais il y en a qui sont là parce qu'ils étaient chassés de l'autre côté. Moi, j'ai souvent dit que le premier général portugais qui était là, Arnald Schultz, il a fait mobiliser beaucoup de Guinéens du côté de Cabral. Parce qu'il était tellement brutal, il ne fait pas de distinction. Dès que quelqu'un voyait un homme armé en uniforme, la tendance était de se fuir. Là, il avait donné celui qui fuit, c'est qu'il a un problème de conscience. Il sait quelque chose. Alors, les Portugais ont fait des massacres. Ils avaient les soldats avaient des ordres de faire ça. Alors, pas tout le monde qui était de notre côté était volontaire. On peut être volontaire tant qu'on commence à sa fin. Entre 63 et 65, il y avait beaucoup d'animaux, de bœufs, de chèvres, toutes sortes de repas. Mais entre 64 et 65, personne n'a pu cultiver quoi que ce soit. Parce que les rizières, il était en plein air. L'aviation tuait tout le monde. Alors il n'y avait pas à manger. Eux-mêmes, ils mangeaient nos bétails. Et nous, on les mangeait aussi. Et puis, en 64, il n'y avait plus de bœufs. Quand ils ne pouvaient pas ramasser, ils mangeaient ils mangeaient par centaines, ils tuaient avec les avions, ils tuaient les bœufs. Pour nous en priver. Alors, les 64, c'était comment dire, le panthère gourel, comment dire, de phrase de chez vous. Comment? On mangeait à notre feu, quoi. Il y avait des bêtes qu'on mangeait. Puis il y en avait plus, 64, il y en avait plus. Il fallait manger les antilopes, les phacochères, les antilopes et tout. Et puis il y en avait plus. Et puis ils fouillaient aussi. Sauf les panthères, ceux-là ne fouillent pas. Donc, vous restiez là, comme volontaire, vous acceptez de prendre des armes, on vous donne les armes si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous restez. Mais il y en avait qui avaient honte aussi. J'ai un copain qui va à la guerre, pourquoi pas moi? Oui, mais c'est par honte. Mais on était du même côté, de gré ou de force. Mais vous allez au combat quand vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous ne partez pas. Mais on était ensemble. Quand la guerre est finie, le Cabral disait qu'il faut que la petite bourgeoise se suicide. Non, elle ne s'est pas suicidée, elle s'est renforcée. Parce que ceux qui sont partis de la ville, il n'y avait pas de maison en dur, mais ils avaient une maison quand même. Alors que les nôtres sont complètement dévastés par la guerre. Et puis ceux qui sont en ville, ils avaient le mimétisme de pouvoir imiter le portugais. Bon. Ils avaient quelqu'un qu'ils avaient laissé là-bas. Les nôtres, nous, ils sont là-bas au village. Quand ils sont vivants, ils sont au village. Il y en a qui sont restés, il y en a des familles entières qui sont disparues. Donc, il faut avoir ça en mémoire. On avait une sorte de stand-by après 74, 67, 77, 78, très bien. Mais dès qu'on introduit le grade militaire, pour les différents des gens qui avaient des fonctions, bon, il y a un problème. D'abord, dès qu'on introduit le salaire, il y a un problème. Ça, on sentait. Quand l'Assemblée, quand elle va faire la dernière session du gouvernement de monopartisme pour tous les partis politiques, ils ont chassé la presse de la salle pour pouvoir fixer ouais. C'était un mauvais signe. Nous qui étions en train de faire les journalistes, nous étions là avec les magnétoscopes, les caméras et tout, on savait
c'est... On nous a mis dehors. Oh là là, je ne me fatigue pas comment dire, de me moquer de tous les gens qui étaient des députés maintenant, des députés, monsieur le député. Ça vient, ok. Et le personnage de To, qui est quand même la raison, le seul des combattants qui garde encore la raison, qui ne fait pas partie de ces combattants qui sont devenus corrompus. Le sort que vous lui réservez à la fin, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Parce qu'on a eu, ce n'est pas moi qui ai décidé ça. J'ai exactement suivi. Ces personnages-là, si quelqu'un avait pu suivre des gens, comme moi j'étais là, ou Flora et les autres, et suivre les mêmes personnes, vous voyez, c'est nous qui avons rétabli l'importation des films étrangers en Guinée-Bissau. Donc on faisait venir le film du Portugal par commodité parce qu'il était sous-titré en portugais. C'est le même film qui circulait en Angola et en Mozambique. Ces circuits existaient avant l'indépendance. Il y a un moment où la pornographie est entrée en Guinée-Bissau. La pornographie. Alors moi, je suis allé dire à un des militants, le chef du parti, au bureau politique, je suis allé taper à sa porte, je lui dis, le commandant du Guinée rentre de l'étranger avec sa valise. Il doit l'ouvrir, on doit le fouiller complètement. Les autres qu'on ne fouille pas, c'est le chef. Le directeur général, secrétaire général, ministre. C'est le seul qu'on ne fouille pas. C'est pourquoi, si vous voulez, je veux prendre votre main, je vous le conduis chez quelqu'un qui importe les pornographies, il le fait mettre dans le baraquement pour que les jeunes aillent voir là. Je dis, je sais où c'est, je ne vous dis pas le nom, mais vous venez avec moi, on va aller là-bas, on va le surprendre. Tu es au bureau politique, tu es chef, je te respecte. Mais moi, je suis chargé d'importer les films. Et je ne voulais pas la pornographie. Bon. Il n'a pas payé moi. Moi, je me gardais de dire qui c'était. Je lui dis qu'il me suive, je vais le montrer. Quand je vois ça, je note. Les gens qui transportent l'infirmier, j'ai fait ça. J'ai connu un type qui était très bon, mais qui ne pouvait pas marcher suite à une blessure qu'il avait dans la colonne vertébrale. Il est paralytique. Il était un brave combattant avant. Mais dès qu'il est devenu paralytique, il est devenu rancunier. Et ça lui est arrivé pendant une lutte. Il est devenu rancunier. Et il y en a, quand il y a eu la distribution de postes, de secrétaires, de ministres, je ne sais pas quoi, des capitaines, des soldats, des généraux, il y a eu une bagarre. On a complètement oublié la guerre, les motivations. Le Cabral n'était plus là pour corriger, parce que lui, il corrigeait sur place. Alors il n'était pas là. Il est mort une année avant la proclamation de l'État. Les Lents étaient là, on était vraiment fâchés. On a combattu les Portugais comme jamais auparavant, ce qui les a convaincus de faire tomber leur gouvernement là-bas. Mais après, il faut maintenant les dividendes. Ok. Donc, bon. Le premier coup d'État vient 6 années après l'indépendance. La guerre civile est venue 18 années après. Elle a parachevé tout ce qui restait. Maintenant, c'est la débandade. C'est ça. Je suis désolé, mais je ne suis pas juge. Ok. Mais je constate, je m'inclus dans ce qui est là. Moi, je suis aussi coupable que les autres. Seulement, je n'étais pas là pour prendre les décisions. Toujours en termes de personnages dans les films, je vois que vous donnez une place forte à la femme. Je prends le cas de Namboui, qui est un personnage féminin très fort, et même la dame qui recueille le bébé de Namboui, je crois qu'elle ne fait pas partie des combattants corrompus. Et après, dans un système, tous ne sont pas corrompus. Elle crée une école pour les orphelins. En fait, vous donnez
des bons rôles, si je peux dire ainsi, aux personnages féminins dans un système patriarcal. J'ai envie de vous demander... On me le dit, c'est peut-être pas dire moi mon grand-père n'a jamais eu de garçon. Mon grand-père maternel n'a jamais eu de garçon. Ce qui fait que j'ai beaucoup de tantes. Voilà. Ce n'est pas intentionnel, mais j'ai la sympathie. Il y avait une grande tante qui était vraiment... Elle était physiquement costaude. Et puis, dans ma culture, les filles et les garçons grandissent ensemble, parallèles, mais ils pratiquent le sport. Paraît semblable à la lutte grecque. On le pratique jusqu'au mariage des filles. Elles quittent ça après qu'elles se marient. Et les hommes sont continués jusqu'à 30, 45 ans. Ils n'ont plus le droit de faire ça. Il y a un moment où vous avez le droit, pendant 4 ans, de faire toutes les bêtises que vous voulez. On vous les pardonne. Après, il y a un moment où vous devez vous comporter comme une fille. Après ça. Et puis un moment, vous devez vous comporter comme quelqu'un de responsable avant de séjourner dans la forêt sacrée pendant 6 mois, je ne sais pas quoi. Après quoi, vous êtes au service de la communauté. C'est forcé. Hein? C'est parallèle. Un moment où on se bagarre, vous et moi, le sexe opposé, on fait tout ensemble. Et puis un moment, chacun sa responsabilité. Après, vous gagnez des responsabilités avec l'âge. Il y a un moment où vous ne pouvez pas battre votre femme. Vous ne pouvez pas crier, vous ne pouvez pas vous engueuler avec quelqu'un, vous ne pouvez pas. Il y a un moment, c'est vous qui avez l'intérêt des morts. Les gens d'un certain âge, en dernière phase, c'est eux qui vont enterrer les morts. Là, dès que vous séjournez à la brousse, 6 mois après, vous avez perdu le droit d'aller danser, de rigoler, de vous battre, de vous engueuler avec personne. Vous êtes là pour le bien de la communauté, au service de la communauté entièrement. Mais ça, c'est une frange de Guinée, pas tous. Bon, c'est dans ce cas-là qu'il faut voir ça. Moi, je crois que le centre de la famille, c'est mon idée. Hein. Le centre de la famille, c'est la femme, même si c'est l'homme qui commande. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais, bon, ça, c'est mon avis personnel. Peut-être ce réflexe est là, mais ce n'est pas intentionnel. Donc, on pourrait dire que c'est bien que le centre, la femme n'est pas corrompue, il y a un espoir. Voilà, la femme c'est l'espoir du film. Il y a des femmes complices. Il y a des femmes complices. Dans le film, au moins, comme Marie l'a dit, il y a les deux femmes fortes et qui ont des rôles principaux, ne sont pas corrompues. Donc, voilà. Bon, on avait rapidement mentionné le titre, Nome du film. On pourrait peut-être parler rapidement du titre parce que dans le film, il y a une séquence où il se présente, dès qu'il est le protagoniste, il est maintenant admis au sein des guerrieros et il découvre qu'ils portent pratiquement tous le même nom. Et là, on explique aussi le nom. Peut-être vous pouvez un peu parler de la signification du titre et la signification symbolique du nom. Oui, donc le personnage même, le nom, on ne sait pas si parce qu'il a fui sa responsabilité au village parce qu'il a engrossé une fille, sa cousine. On ne sait pas si c'est à cause de ça qu'il a fui. Mais lui, il dit, quand il arrive là-bas, il dit qu'il est venu combattre pour la liberté. Alors il a engrossé une fille, il a fui la responsabilité, parce que là-bas au village, le châtiment, c'est vous dénouer tous les deux et vous vous promenez au village. Pour châtir. Comme ça, on ne vous touche pas. Vous êtes ça, comme ça. Alors, on ne sait pas si c'est ça qu'il a fui, mais il a laissé une fille qui se met à errer, elle suit un commerçant ambulant, comme ça. Le commerçant, il va à Bissau, mais il n'est pas sûr d'arriver. Mais la fille la suit, on voit la suite. Elle est restée seule, elle a fui son enfant, elle l'a perdu, elle en a souffert tellement qu'elle a perdu la voix.
Ben, elle est rentrée au village, je ne sais pas comment. Elle n'a jamais pu expliquer pourquoi. Alors le garçon, il est allé là-bas, il est devenu un bon combattant. Puis à la fin de la guerre, il a trouvé qu'il a assez bien fait, que comme il n'est pas sûr d'être payé de retour, il va au centre du pouvoir. C'est au centre du pouvoir qu'il a... Vous voyez, c'est comme il est devenu. Alors, l'autre, celui qui est blessé, il était une victime caractéristique de la guerre. Peut-être pas par négligence, mais elle s'est trouvée dans cette situation-là, psychologique et physique. On connaît son sort. Mais entre-temps, ils sont dans la guérilla. Lui, il porte un nom créole. C'est le mélange portugais et du guinéen. Il est nommé. Ça veut dire homonyme de ceux qui s'appellent comme lui. Il est nommé. Alors il découvre que Togara, que ça veut dire la même chose en langue peul, que le Togara, c'est la même chose que nom. Et To aussi. To, c'est un mandingue. Togoma, mandingue. To. Togoma, mandingue. Il est mandingue, il s'appelle la même chose. Et l'autre s'appelle Toué, en Balante. Il a été majoritaire en Guinée, il est Toué. C'est la même chose. Leur chef a dit donc, c'est une coïncidence, mais ça tombe bien parce qu'on est là pour ça, pour se libérer de l'oppression. On va libérer la Guinée. C'était bien, c'était l'entente. Mais à la suite, on voit comment ça se passe. Il se met à voler même aux jeunes femmes au marché. Ils volent l'équipement pour l'école. Peut-être leurs parents sont là. L'école elle est publique. On vole l'école. On vole les femmes qui sont là, veuves, à cause de la guerre. On vole même à tous les pays dans la douane, au port. Donc, ce qui était censé être bienfaisant, qui était disposé à mourir pour la Guinée, maintenant ils affament la Guinée. Donc je crois que cette séquence où on les voit tous ensemble, et comme vous expliquez les noms, en principe c'est là où ils disent, donc chacun, les 5, ils sont 5, les 5 ensemble, ils représentent en quelque sorte la Guinée. À la fin, ils se retrouvent encore une fois, mais bon, ils ne sont plus là pour tout le monde, mais pour soi-même. C'est pour ça que j'attendais que le guerriero, le vrai, le chef, me tombe dessus. Mais non. Après le film. Oui, je les ai montré le film. J'ai même montré un des grands survivants, des gens qui est encore en vie. Je suis allé chez lui avec mon ordinateur, je lui ai montré ça. Je lui ai dit, quand il a fini, je lui ai dit, mais c'était cool. Il s'est tué pour longtemps. Ok. Et puis il m'a dit, ça aussi c'est une réponse. Ce que tu as dit, c'est vrai. Moi je dis, mais encore, moi je veux te respecter et tout ça. Il dit, non, pas du tout, tu as raison. Moi, je ne veux pas avoir raison, moi je ne suis pas juge. Bon. Il avait fini, on allait voir le même jour le livre de sa mémoire. Là où on coïncide, parce qu'il a dit des choses que je savais, mais je ne croyais pas que quelqu'un allait assumer ça. Alors moi, j'assume le film, mais je ne trouve pas que je suis en dehors de ça. Peut-être je pourrais crier, mais on n'entendrait pas. D'abord, je fais le film, on ne m'entend pas. Il ne critique pas. C'est comme je crie dans le désert. Oui, mais la fin est quand même très forte, comme Marie l'a déjà mentionné. Ça m'a quand même choqué aussi un peu. Il fallait voir ce qui est arrivé avant la guerre civile. Il fallait voir ça. Ça heureusement que vous ne ferez pas ça, je ne vous le raconte pas. Ce qui se faisait au ministère de l'Intérieur à pleine journée. Quand vous passez, vous sentez ce qui se passe derrière le mur. De toute façon, ceux qui font ça, c'est des hommes aussi. Ils ont des sentiments. S'ils participent à ça, ils voient ça, ils participent ou non. Il y en a qui n'osent pas crier. Si vous les approchez, on vous dit les choses. Alors, de toute façon, il y a des gens, parce qu'à nous, on nous appelle des journalistes. On est censé aller témoigner quelque part.
Alors, il y en a qui nous cherchent pour nous dire des choses. Mais pourquoi il ne dit pas lui? Bon, les uns sont plus courageux que les autres. Pour le moment, Nomé fait son chemin qui se passe très bien. Il était à Cannes. Non, le film. Le film. Il était à Cannes. Il est à notre festival actuellement. Il sera au FESPACO en course pour les talons d'or du Yenenga. Et il a déjà aussi apporté beaucoup de prix, d'après ce que vous m'avez dit, en Angola. En Angola, il a pris tous les prix. Au Zimbabwe, prix de réalisation et d'interprétation. À Bordeaux, le prix, je ne sais pas de quoi, je ne me rappelle pas de quoi. Mais ça veut dire que les gens voient le film. Et le message passe apparemment. Oui, mais c'est moi, je suis primé avec ça. Mais si en plus, par un hasard quelconque, je veux un prix à Ouaga, ce serait bienvenu. On sera là. Et peut-être là, pour conclure, après Nomé, what next? Comme on disait tout à l'heure, s'il y a des projets... Normalement, j'ai un petit comité, je dis que j'écris, mais je voulais faire quelque chose qu'on fait, ceux qui ne peuvent pas parler, ils peuvent chanter. C'est la tradition. Il y a une fois, les jeunes de moins de 30 ans se retrouvent ensemble, filles et garçons. Il faut de très longues réunions pour savoir ce qui ne va pas dans leur contrée. Ça nous sort comme des chansons. C'est très dur, c'est très concret. Tous les villageois savent. Alors, on fait ça comme une danse. Ceux qui font ça, c'est ceux qui ont le droit de faire de toutes les bêtises du monde. Ce sont à cet âge-là. Ils ont 4 années pour faire ça. On ne touche pas. C'est un phénomène naturel. Moi, je vais en profiter pour parler avec des guides. Ça serait le prochain film, alors. D'accord. Oui, mais il faut le travailler, il faut trouver des financements. Et puis, il faut s'y mettre. Vraiment, il faut écarter tout pour penser qu'à ça. J'ai encore un autre film avec mes copains à finir sur le Cabra. J'y travaille doucement. Ouais. Si jamais je n'ai pas de financement, c'est une Cabra maintenant. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup d'être venu à Bayreuth. Merci moi. De nous avoir donné vraiment aussi le contexte de la genèse du film, quand même dans ce contexte très complexe de la Guinée-Bissau, mais qui parle à beaucoup d'autres pays, surtout maintenant, en 2025, surtout maintenant au Mozambique, peut-être en Angola aussi. Donc merci beaucoup encore une fois d'être venu. Peut-être à une prochaine fois, ça serait bien. C'est moi qui remercie l'occasion. Et vous avez beaucoup de patience et beaucoup d'endurance. Vous écoutez tous les disparates qu'il dit. Voilà, je sais qu'on n'a jamais fini, mais... Non, mais vous êtes très, très patiente de me laisser parler. Moi, je bavarde trop. C'est la caméra qui va maintenant s'arrêter et va nous dire voilà, c'est fini. Oui, c'est fini. Merci beaucoup. Merci. Merci moi. Merci.